Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et vous regardez Devenir Dev. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver son premier job en tant que développeur. C'est parti. Alors, une fois qu'on a appris à développer, une fois qu'on est devenu développeur, ou tout du moins qu'on a de très bonnes bases en développement, voire qu'on a terminé une formation, ou qu'on a obtenu une certification ou un diplôme, il va falloir trouver un job. Alors, on va pas parler ici de trouver des missions en freelance, parce que c'est pas le sujet. Je veux vous montrer comment trouver un emploi, surtout en CDI. Mais vous allez voir que si c'est votre objectif de devenir freelance, vous allez aussi trouver des ressources intéressantes dans ce que je vais vous raconter. De vouloir démarrer tout de suite en freelance, je pense pas que ce soit forcément la meilleure idée. On en parlera dans une future vidéo. Il y a des gens qui y arrivent très bien, mais essayez déjà peut-être de trouver un emploi en tant que salarié. Vous verrez, ça va vous former et puis ça va vous rassurer aussi sur vos compétences, sur vos capacités. Et c'est pas du tout mal quand on est développeur de pas commencer freelance ou de pas être freelance, même du tout. Il faudra démystifier ça dans une future vidéo, on en reparlera. Alors, la première étape, en fait, ça va être établir son bilan de compétences. C'est fondateur. Il faut absolument que vous sachiez vous évaluer, que vous fassiez une rétrospective de ce que vous avez appris pour pouvoir vendre vos talents, vos compétences à un employeur. Si vous avez déjà vu les vidéos qui concernaient que ce soit l'apprentissage, comment apprendre efficacement ou les différents langages à apprendre pour débuter, vous avez normalement avec vous ce que j'appelle une roadmap, c'est-à-dire une route avec toutes les étapes d'apprentissage nécessaires pour devenir développeur. On va utiliser en fait cette roadmap, cette route, comme une base en fait pour établir notre bilan. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos-là, et puis de toute façon j'imagine que vous n'avez pas eu le temps entre le moment où les vidéos ont été postées et maintenant pour devenir développeur, ou pour apprendre tous ces langages, c'est tout simple, vous listez tout ce que vous pensez savoir faire, peu importe le niveau, si vous savez faire du JavaScript, si vous savez faire du PHP, si vous savez utiliser Symfony, si vous savez même jQuery, peu importe. En fait, vous allez lister toutes vos compétences, toutes vos connaissances, en informatique même en général. C'est ça qui va vous servir de base contrairement aux autres qui vont utiliser leur roadmap. Normalement, durant votre apprentissage, vous avez réalisé des projets qui s'appuyaient sur des technologies que vous avez apprises. Si vous avez fait du JavaScript, vous avez peut-être fait par exemple des projets avec des appels API, avec l'utilisation d'un framework comme React, comme Vue. Et toutes ces choses-là, en fait, tous ces projets-là, vous allez les lister à côté des langages que vous connaissez. Et des fois, pour certaines technologies, certains langages que vous avez appris, vous n'allez pas avoir de projet à montrer. Donc si vous avez le temps, parfois on a le temps, parfois on l'a pas, des fois on doit trouver un emploi rapidement, on peut pas forcément le faire. Essayez de développer des petits concepts, des petits sites, des petites applications qui reposent sur justement les technologies que vous avez apprises pour avoir quelque chose à montrer. On va avoir ce portfolio en notre possession et ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est on va classer nos projets en fait de celui dont on est le plus fier à celui dont on est le moins fier. Forcément, vous n'allez pas pouvoir tout présenter et vous n'allez pas pouvoir tout montrer à un employeur. De un, il aura sûrement pas le temps et puis même tout ne vaut pas le coup d'être montré quand vous cherchez un emploi. Ce qui est important, c'est que si vous mettez en avant les projets dont vous êtes les plus fiers, ça va être les projets dont vous pouvez le mieux parler et autour desquels vous allez pouvoir discuter de comment vous avez fait telle ou telle partie du code par exemple ou du programme. C'est ça qu'il va falloir mettre en avant. Mais on en parlera après dans la partie où on va parler du CV et de la lettre de motivation. Deuxième étape, qui n'est pas des moindres, qu'il faut absolument faire, ça va peut-être vous faire rire, mais c'est pas drôle, c'est soigner son apparence. Pourquoi soigner son apparence? Comme je vous le dis, ça peut porter à sourire, on peut se dire ouais, c'est pas important forcément quand on cherche un boulot de développeur, les développeurs ils ont toujours cette dégaine un peu moitié geek, moitié ermite dans sa chambre, etc. Déjà c'est complètement faux, je vous rassure. Moi j'ai des développeurs dans mon équipe qui sont très classe, donc ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Et surtout c'est pas une question en fait de superficialité, c'est bien ça qu'il faut retenir. Souvent quand on est développeur, on vient d'un milieu où on a des valeurs, quand on fait de l'open source, machin, on a une pensée qui voudrait qu'on mette uniquement en avant nos compétences purement techniques, mais en fait c'est une erreur.
c'est pas une question de superficialité, c'est pas une question de ça en fait. Il faut se dire que c'est ce que la personne va voir en premier en fait chez vous, et c'est ce qui va servir de façade, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, où tout va passer par les réseaux comme LinkedIn, etc. Il faut avoir une image qui est soignée, et il faut surtout pas se dire ouais tant pis, c'est mes compétences qui parlent avant tout. Si la personne n'est pas contente par rapport à mon apparence, tant pis. Non, la personne vous recrutera juste pas, et vous aurez une belle jambe. Étape 1, c'est pas un tuto, hein, c'est des conseils. Allez chez le coiffeur, faites-vous une belle coiffure. Si vous avez vu mes premières vidéos, c'était le confinement, donc j'avais pas ma coiffure de d'habitude. Là, je suis prêt à trouver un emploi, même si j'en ai déjà. Allez chez le coiffeur, faites-vous faire une belle coupe. Achetez un ensemble aussi de fringues complètement basiques. Je pense toujours qu'il vaut mieux être habillé de façon très neutre, mais avec des vêtements assez neufs. Ça, c'est pas forcément tout le temps mon cas, malheureusement. Je les garde un peu trop longtemps. Mais voilà, vous achetez t-shirt noir, jean classique avec une coupe normale, des baskets noires, un pull s'il fait froid. Évitez tout ce qui est sweat, hoodies et tout, parce que, encore une fois, oui, d'accord, c'est l'image du développeur et tout, mais oui, c'est l'image du développeur ado dans les films et tout. C'est pas ça qu'un recruteur attend de vous. Donc faites attention à votre apparence aussi vestimentaire, c'est super important. Ensuite, une fois que vous l'aurez fait, pas avant, c'est mieux, faites des portraits de vous. Alors, soit vous avez quelqu'un qui peut vous prendre en photo, et les choses importantes dans ce cas-là, ça va être d'avoir une photo prise au niveau... là, au niveau poitrine, on va dire, avec une bonne lumière. Vous allez dans un endroit bien éclairé. Si c'est chez vous, vous éclairez bien, pas forcément avec la lumière du plafonnier, hein. Vous éclairez avec la lumière du jour si vous pouvez. Si c'est pas correct chez vous, vous allez dans un lieu plutôt neutre, un parc ou autre, en essayant d'avoir de la profondeur de champ pour pas avoir un fond trop défini, et demandez à quelqu'un de prendre la photo. Parce que c'est beaucoup mieux que vous allez pas prendre une photo selfie pour votre CV ou votre LinkedIn, etc. Et puis surtout, tenez-vous droit. C'est pas ce que je fais forcément, mais tenez-vous droit. Pour la photo, c'est important d'avoir une attitude qui montre que vous êtes en confiance, que vous avez confiance en vous. Et voilà. Alors, je vais vous donner une technique que je fais. Si vous n'avez pas... c'est pas que j'ai personne pour prendre des photos. Hein, on peut prendre des photos de moi, mais c'est que des fois, on n'a pas la personne sous la main, donc il faut... se débrouiller tout seul, notamment pour les miniatures, c'est ce que je fais. Vous prenez votre téléphone, si vous n'avez pas de caméra ou une caméra, et vous allez vous filmer en fait sur le fond neutre, et vous allez taper la pause en fait. Vous allez vous faire des petites pauses comme ça, et ça va en fait faire comme si vous preniez plein de photos. Vous transférez ça sur votre ordi, vous ouvrez avec VLC, et puis vous faites une capture d'écran en fait du moment où vous vous trouvez le mieux. C'est un peu de la triche, mais ça marche bien quand on est tout seul. Maintenant qu'on a soigné notre apparence physique, qui était très importante, vous avez vu, c'était une grosse partie quand même, avec beaucoup de jugement dedans, il va falloir soigner sa présence numérique. Alors, ce n'est pas mon cas, je vous rassure tout de suite, mais c'est vrai que, bon, des fois, dans le passé, quand on était jeune, on a pu avoir tendance à, je sais pas, poster des messages sur des forums qu'on regrette, ou ouvrir un compte sur des sites, même un Skyblog ou autre, etc. Et si ces choses-là sont rattachées à votre nom, je vous conseille de faire en sorte de les faire supprimer. Alors, je sais pas si c'est possible, faudra que je regarde, je peux me renseigner hein, d'ailleurs sur ça si ça vous intéresse. On a un droit à l'oubli, il me semble, donc normalement il devrait y avoir des moyens pour forcer, quand c'est notre identité, à supprimer des comptes. Si vous avez encore accès à ces comptes, que ce soit votre truc Skyblog ou autre, etc., essayez de supprimer tout ça. Je sais qu'effectivement ça peut être dur, faites des copies si vous voulez, mais essayez de nettoyer en fait votre nom sur Google. Il faut que quand on tape votre nom, ce soit clean, il n'y ait rien de bizarre ou autre. Et bon, des fois, c'est pas possible malheureusement, donc il va falloir faire autrement, il va falloir saturer la page avec d'autres résultats. Mais, et c'est pas évident du tout, hein, je vous le dis. Faites très attention, même en général, à votre réputation sur Internet. Des fois, on se rend pas compte, mais on peut poster des choses sur Twitter, ça revient 10 ans après, etc., etc. Faites très attention. Essayez de pas trop débattre sur Internet, d'ailleurs, ça n'a pas un grand intérêt en général. Ça peut vous causer plus de problèmes qu'autre chose. Et donc voilà, alors une fois qu'on a vu si on n'avait pas de gros problèmes sur Google quand on tape notre nom, il faut se faire une adresse professionnelle. Donc une adresse professionnelle, évitez, donc faites-la sur Gmail, hein, c'est très bien, Gmail, la plupart des gens ont le réflexe en plus de se souvenir à gmail.com, donc c'est très bien. Évitez de faire, si je m'appelle, je sais pas, John Doe, je vais pas faire une adresse john.doe.pro@gmail.com. Évitez de faire ça parce que ça fait pas sérieux en fait, ça fait comme si, oui, vous avez votre adresse pro, et en plus on sait très bien que ces adresses-là, personne ne va voir dessus, vous risquez de laisser passer des choses. Ne faites pas une adresse pro. Faites-vous si vous l'avez déjà, utilisez votre adresse personnelle si elle correspond à la structure que je vais vous donner, mais ne faites pas une adresse spéciale pro, etc. Le mieux, c'est vous faites votre prénom, votre nom @gmail.com. C'est pas toujours possible. Si le truc est déjà pris parce que vous avez un nom assez commun, vous faites votre initiale et votre nom, vous essayez de jouer sur ça, mais essayez de pas faire plus que ça.
Et dans le pire des cas, faites-vous une adresse .dev, enfin vous faites prénom.nom.dev, c'est toujours mieux que .pro je trouve, parce que bon bah ça montre que vous êtes plus tourné vers le monde du dev justement. Très important, on a fait notre photo, on a fait attention à notre apparence, donc maintenant c'est le moment, on va nettoyer aussi nos réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux personnels déjà. Facebook, Twitter, Instagram, etc. Bon, Twitter, c'est un peu différent parce que vous allez peut-être pouvoir vous en servir professionnellement, mais vous changez vos photos de profil tout de suite si vous l'avez pas fait. Vous mettez tout en privé et vous gardez tout pour vous sur ces réseaux-là. Votre employeur, il va aller voir, c'est sûr. Il va taper votre nom, vous allez avoir votre page Facebook en premier. Donc si votre photo de profil Facebook, c'est vous en train de boire sur les plages de je sais pas où, tout le monde le fait, mais ce sera jugé quand même, en fait, parce que vous montrez, en plus, en tant que dev, vous devez être conscient aussi de votre empreinte sur Internet, c'est important. Donc vous virez, vous changez votre photo, vous pouvez mettre votre tête de la photo que vous avez fait. Vous changez votre photo, vous mettez tout en privé, votre Instagram, votre Facebook, votre Twitter, vous le rendez neutre. Si jamais vous avez écrit n'importe quoi, comme beaucoup sur Twitter, vous le fermez, votre Twitter, tout simplement, parce que c'est vraiment des risques, je vous le dis tout de suite. J'ai jamais subi ça parce que j'ai du mal déjà avec Twitter, avec même les réseaux sociaux en général. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir fait des erreurs sur ces réseaux-là, donc faites attention, essayez de nettoyer au maximum. Inscrivez-vous sur LinkedIn. Alors LinkedIn, quand on ne l'utilise pas, on peut se dire « ouais, mais ça sert à rien ». C'est un réseau pro, il n'y a que des gens qui racontent que des choses hypocrites dessus, c'est complètement inutile, j'ai pas besoin de LinkedIn. Non, en fait, LinkedIn, c'est tout ça, hein, tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai. C'est pas le réseau le plus intéressant, mais tous les recruteurs sont dessus et ils cherchent les profils à travers LinkedIn. Donc si vous n'avez pas de page LinkedIn, vous allez passer à côté d'énormément d'offres. Une fois que vous serez, si vous visez par exemple une formation avec un certificat ou un diplôme, une fois que vous aurez les titres nécessaires, que vous aurez rempli votre bio, etc., vous allez avoir des recruteurs qui vont vous contacter. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand on est dev, si on est assez visible, les recruteurs d'eux-mêmes peuvent venir vous voir. Donc sur votre page LinkedIn, vous allez soigner tout. Vous allez tout faire, vous allez tout remplir. Vous allez faire votre bio, écrire votre parcours, vous écrivez quelque chose de personnel avec le cœur et vous ne faites pas un truc bateau, recopié ou autre. C'est ça qui va vous différencier, c'est de faire un truc personnel, donc faites-le. Et mettez un lien. Si vous ne l'avez pas fait encore, ouvrez un GitHub, mais normalement, si vous êtes au point où on en est, vous avez un GitHub. Avec vos projets, si vous avez des projets open source, c'est cool aussi parce que les gens vont pouvoir voir comment vous codez. Mettez le lien, essayez de mettre aussi de créer des articles avec des screens de projets que vous avez fait, etc., etc. Et si vous pouvez, je le dis, moi je l'ai même pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps, mais faites-vous j'ai l'adresse, donc essayez pas de la prendre quand même parce que je l'ai le nom de domaine, mais essayez de vous faire un site professionnel à votre nom avec juste prénomnom.com. Ça fait pro, c'est cool, et puis ça montrera que vous savez mettre un site en ligne, au moins c'est quand même la base. Voilà, alors on a fait soigner sa présence numérique, maintenant on va parler de faire un beau CV. Un conseil oublié déjà, mais vraiment, tout ce qui est blague, design original, etc. La dernière fois j'ai vu un gars sur LinkedIn, je sais plus si c'était un gars ou une fille d'ailleurs, mais j'ai vu quelqu'un qui avait fait d'ailleurs c'était pour un job de dev, qui avait fait son CV comme la carte des dresseurs dans Pokémon. Non mais juste faites pas ça, s'il vous plaît faites pas ça, parce que ça fait pas sérieux, et même si c'est original, c'est drôle, c'est pour la blague, mais ne faites pas ça. Faites juste un document clair, simple. Si vous pouvez, si vous avez des gens qui font un peu de mise en page et tout, demandez-leur de vous aider pour vous faire un template qui sort de ce qu'on voit toujours, c'est-à-dire le bandeau à gauche avec le rond et les différents trucs. Si vous pouvez pas faire autrement, utilisez ça, mais des fois, il vaut mieux avoir juste un document assez simple, assez clair, que vous faites vous-même avec une petite organisation. Inspirez-vous d'autres choses si vous voulez, mais n'en faites pas trop sur le CV, vous allez être plus jugé sur l'erreur que sur la réussite de votre CV. Donc, qu'est-ce qui doit contenir le CV maintenant ? Le CV, ça peut paraître contre-intuitif, mais moi, j'ai eu souvent ces conseils-là, et c'est vrai que ça a plutôt bien marché pour moi. Oubliez les trucs que vous avez faits qui n'ont pas de rapport, en fait, avec votre job direct, avec ce que vous cherchez. Sur un CV, on le met l'intitulé de ce qu'on cherche. Donc on met développeur web, par exemple front-end junior, développeur mobile, ceci, cela. Donc mettez déjà ce que vous cherchez et vous allez omettre, par exemple, les trucs comme stage de 3e en boulangerie. On s'en fout du stage de 3e en boulangerie, franchement. Même le brevet, à part si vous avez que le brevet des collèges,
Si vous avez que le brevet des collèges, mettez-le, hein, bien sûr. Mais ne le mettez pas si vous avez des diplômes qui sont plus élevés. Si vous avez le bac, mettez pas forcément le brevet des collèges avec mention très bien, alors que vous avez eu mention bien ou assez bien au bac. Ça, c'est pas utile, en fait. Le recruteur, il s'en fout complètement que vous ayez eu le brevet des collèges. Si vous avez eu le bac, vous avez eu le brevet des collèges. C'est essayer de remplir, en fait, le CV avec du vent, ça sert à rien. Arrêtez d'essayer de remplir le CV avec parce que vous n'avez pas assez d'éléments, c'est pire qu'autre chose, en fait. Si vous avez des diplômes, en fait, tout ce que vous pouvez pas justifier dans la recherche du poste, si par exemple vous avez le BAFA, bah c'est bien, vous avez le BAFA, mais il faut que vous soyez capable d'expliquer en quoi ça va jouer pour le poste. En fait, votre CV, c'est en quoi ce que vous mettez dessus va jouer pour le poste. Bah BAFA, vous pouvez dire oui, je sais garder des enfants, et vu que mes collègues vont se comporter comme des enfants, je pense que ça va m'être très utile. À part si vous êtes prêt à faire la blague pendant l'entretien, et je vous conseille pas. Essayez de, même des trucs bêtes, augmenter la police d'écriture et organiser le truc un peu différemment. Faites respirer votre CV. Des fois, on voit des paquets de trucs avec justement plein de trucs type stage 3e en boulangerie. Vaut mieux bien espacer son truc, faire un truc propre. On va signifier ce qu'on sait faire en tant que développeur. Encore une fois, vous n'allez pas mettre tout ce que vous savez faire, toutes les tout petites librairies, machin que vous allez apprendre pour remplir. Ça sert à rien. On vous engage en général pour un domaine, donc soit back, soit front. En début en développement web par exemple, et ben vous allez mettre la technologie que vous utilisez. Donc si vous êtes front en général c'est JavaScript, enfin, c'est JavaScript de toute façon, et back ça peut être PHP, ça peut être JavaScript, ça peut être Java, ça peut être tout ce que vous savez faire, mais mettez bien votre langage principal en grand, le framework principal que vous utilisez, que vous maîtrisez, et si vous pouvez, mettez les logos, hein, c'est joli, mais ne reposez pas tout sur les logos, par exemple. Si vous mettez juste le logo JavaScript, le logo PHP, le logo machin, bon, il y a des gens qui connaissent, il y a des recruteurs qui connaissent, qui savent pourquoi est-ce que vous avez mis ce logo-là, et il y en a plein aussi qui ne savent pas de quoi vous parlez. En fait, ils vont voir le logo, ils connaissent pas, tout simplement. Donc, mettez bien l'intitulé de ce que vous savez faire. Et mettez surtout les choses principales. Et vous pouvez, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est pour ça qu'on l'a listé avant, vous faites une section projet personnel. Il vaut mieux avoir une section projet personnel qu'une section stage de boulangerie. Voilà. Je suis méchant avec les stages en boulangerie, mais je vous assure que ça va pas jouer en votre faveur si vous cherchez un emploi de développeur. Sauf si vous savez faire des bonnes pâtisseries. 5e étape, la lettre de motivation. La lettre de motivation, je pense que peut-être vous vous en rendez compte, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'importance de la lettre de motivation. À quoi elle sert la lettre de motivation? Si on définit à quoi elle sert, peut-être que vous allez mieux percevoir l'intérêt. Alors, la lettre de motivation, elle a pour objectif en fait de définir le candidat, de définir sa personnalité, son caractère, mais surtout et aussi sa singularité en fait. Qu'est-ce qui va faire que vous n'êtes pas le même que le CV et la lettre de motivation qui est juste en dessous de la vôtre dans la pile ou juste avant? Quel est votre intérêt pour le poste aussi? Si vous recopiez un modèle d'une lettre de motivation, c'est fini. Je veux dire, les recruteurs, vous vous rendez compte, vous allez envoyer un recruteur qui a vu des milliers de lettres de motivation dans sa vie, un modèle, et vous pensez qu'il va pas capter que c'est un modèle, mais je pense qu'ils se marrent les recruteurs quand ils reçoivent toujours le même modèle, du même truc. Et en plus, vous risquez de vous gourer en remplaçant les trucs. Faites pas ça, écrivez de zéro votre lettre de motivation, c'est important. Et donc, si on reprend les deux éléments, vous allez faire 2 grands paragraphes, en fait. Le premier paragraphe, bon, déjà, vous allez faire une petite intro où vous vous présentez, vous dites, voilà, soyez direct, on s'en fout, je suis John Doe, 25 ans, tatati, j'habite là, voilà. On fait juste la petite intro, basique, ça, malheureusement, on peut pas faire plus que ça, et éviter les blagues aussi à ce moment-là. Mais, paragraphe ensuite, on va raconter son parcours. On va raconter son parcours de vie, son parcours professionnel, son parcours d'apprentissage avec le cœur. Et qu'est-ce que je veux dire quand je dis avec le cœur? C'est que vous allez vraiment vous livrer dans votre lettre de motivation. Alors, vous n'êtes pas obligé de raconter que vous faisiez encore pipi au lit à 15 ans si c'est le cas, hein, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est il faut que vous soyez sincère dans votre explication. Il faut que vous donniez vraiment les étapes de votre vie, ce que vous avez ressenti à ces moments-là, mais dans des termes amélioratifs. Donc c'est ça, il faut pas se déprécier hein, dans la lettre de motivation, il faut le faire avec des termes amélioratifs. Il faut toujours montrer ce que vous avez retenu, ce que vous avez appris d'un échec, et ne jamais dire que c'est un échec, hein. C'est important, ça paraît cliché, mais il faut toujours que vous racontiez sincèrement ce que vous avez ressenti, mais il faut que vous fassiez sortir le positif de votre personnalité, vous montriez que vous êtes prêt à vous relever quand vous avez un échec, etc., etc. Ça va être ça dans ce paragraphe-là. Et si vous le faites avec sincérité, vous allez être déjà dans les 10% de personnes qui savent faire une lettre de motivation. Écrivez, même si vous mettez 2 jours pour faire votre lettre de motivation, prenez le temps d'écrire avec sincérité ce que vous faites.
Ce paragraphe-là, vous pouvez le recopier sur toutes les lettres de motivation que vous allez envoyer au recruteur. Dans le paragraphe qui suit, il va falloir montrer l'intérêt pour le poste. Donc montrer l'intérêt pour le poste, c'est s'être renseigné sur l'entreprise, s'être renseigné sur le poste auquel vous répondez, pour voir ses besoins, voir son secteur d'activité. Renseignez-vous, mais encore une fois avec sincérité, faites pas semblant. En fait, c'est trop facile de regarder sur Wikipédia telle boîte, tel machin, ou de se dire ah non, ça se voit que vous n'êtes pas sincère. Soyez sincère, essayez de vraiment vous intéresser au poste que vous voulez occuper. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où ça va être personnel par rapport à l'entreprise. Faites pas une lettre de motivation pour toutes les entreprises que vous contactez. Vous faites le premier paragraphe, on a dit ça peut être le même, mais ce paragraphe-là, vous le faites personnalisé pour toutes les entreprises que vous contactez, pour chaque entreprise que vous contactez. Et en fait, dans ce paragraphe-là, vous allez faire le lien avec le paragraphe juste au-dessus. C'est-à-dire que vous allez expliquer ce que vous connaissez du poste, ce que vous attendez du poste, ce que vous comprenez du poste, et vous allez dire « et je pense que ça fait écho à tel moment de ma vie où j'ai appris telle chose, je pense que ça pourrait servir pour tel machin ». Vous allez essayer d'articuler les deux paragraphes entre eux, et montrer en fait pourquoi vous êtes fait pour le poste, pourquoi votre singularité, justement votre sincérité, va jouer pour accéder à ce poste-là, et la lettre de motivation, c'est très important et trop souvent négligé. Sixième étape, je crois pas que ce soit la dernière, non, sixième étape, on va établir une stratégie de prospection. Donc prospection, ça va être justement aller voir des entreprises, enfin contacter des entreprises pour décrocher un job. Première étape de cette stratégie, vous allez vous faire un tableau Excel, tout simplement, et vous allez lister, vous allez regarder sur Google Maps, vous allez vous renseigner, vous allez chercher toutes les entreprises qui potentiellement peuvent vous embaucher en tant que développeur dans le secteur que vous demandez. Donc pour chercher, des fois on ne sait pas trop quoi chercher, vous cherchez les agences de développement, donc les agences de communication, de publicité, etc. qui recherchent des développeurs. Vous recherchez les ESN, les SS2I, donc c'est-à-dire toutes les entreprises en gros du service numérique, enfin ESN c'est entreprise de service numérique, SS2I je ne saurais plus ce que ça veut dire, mais de toute façon maintenant on dit ESN, de type Capgemini, etc. Vous les listez toutes celles qui sont dans votre secteur géographique, et vous pouvez aussi chercher des startups qui bossent dans le numérique, qui peuvent être intéressés par votre profil. C'est un peu plus difficile à trouver, mais regardez du côté par exemple des sites de la French Tech, de tous ces trucs-là, essayez de trouver des annuaires de startups de la région dans laquelle vous êtes, et listez-la. Dans cette liste, vous allez classer les choses par celles qui vous intéressent le plus, bien sûr, et vous allez ensuite agrémenter en fait cette liste de toutes les offres d'emploi que vous allez trouver sur Indeed, sur Monster, sur tous ces sites d'offres. Vous allez lister aussi toutes ces offres-là, les classer dans le même classement, et vous allez mettre que bon, bah, celle-là, elle a un poste possible à pourvoir, etc., etc. Ensuite, il y a deux moyens. Soit vous allez contacter, si les offres sont déjà proposées, vous allez contacter soit via l'intermédiaire des plateformes. Donc ça peut être qui tout double, soit c'est mieux de le faire par l'intermédiaire des plateformes parce que c'est ce que le recruteur attend, soit vous pouvez y aller un peu au culot. Alors ce que je vous dis, c'est faites-le avec parcimonie et intelligence surtout. Essayez de trouver en fait sur LinkedIn, vu que vous êtes sur LinkedIn, les responsables recrutement des boîtes dans lesquels vous cherchez du boulot. Des fois, ils sont beaucoup plus accessibles qu'on pense, donc ça peut être responsable recrutement, RH, etc. Et vous les ajoutez dans votre réseau. Déjà, c'est important parce que votre réseau, c'est pas vos amis. Sur LinkedIn, il va falloir ajouter beaucoup de gens pour vous construire votre réseau, et des gens qui sont pertinents dans ce que vous recherchez. Et vous allez justement demander à ces recruteurs directement par message: est-ce que je peux vous envoyer mon CV, ma lettre, est-ce que vous avez, est-ce que je suis ouvert au marché en ce moment? Donc mettez-le sur LinkedIn, la fameuse phrase « je suis à l'écoute du marché en ce moment » pour un entretien ou autre, et vous allez voir, vous aurez sûrement plus de réponses. Donc si vous êtes hyper motivé, n'hésitez pas à... Alors ça, c'est vraiment... ça peut être aussi pareil qui tout double. N'hésitez pas à aller voir les entreprises en vrai. Il n'y a plus personne qui fait ça aujourd'hui. De prendre son CV, sa lettre de motivation, d'aller dans l'entreprise. Surtout pour les startups, faites-le pour les startups, parce que en général, vous avez des gens qui sont pas... Vous allez pouvoir presque parler tout de suite s'il est là, responsable, au PDG, entre guillemets, de la boîte. Vous allez peut-être pouvoir directement lui parler, vous allez peut-être pouvoir directement lui poser votre lettre et votre CV dans la main, et c'est... très peu de gens aujourd'hui font ça, et ça va être vous imaginez, avec la puissance de la lettre que vous avez écrit, plus le fait de le faire en réel, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous aider à trouver plus facilement un boulot. Surtout en plus, si vous n'avez pas forcément de diplôme ou de certificat, il va falloir vous vendre, et pour se vendre, ça se fait pas à travers Internet, ça se fait en vrai.
Donc voilà. Et puis quand on a ce profil-là, il faut montrer pourquoi on a ce profil-là aussi. Alors, dernier point, on va aller rapidement là-dessus parce qu'on fera peut-être une vidéo dédiée à ça, c'est préparer ses entretiens. Donc, préparer ses entretiens, comme on l'a vu, on s'habille bien, on se met en valeur et on se met pas trop la pression surtout. Parce que il y a un truc qui est important à comprendre en fait dans les entretiens, qui va peut-être en fait vous faire relativiser le stress de l'entretien. C'est qu'un entretien, surtout dans le milieu du développement, parce que c'est un milieu en fait où le recruteur a besoin de vous, il faut comprendre que c'est plus en fait un rendez-vous pour voir si une collaboration est possible. Vous n'êtes pas là pour vous faire juger ou examiner, vous êtes là pour voir si vous êtes compatible avec l'entreprise. Donc vous êtes autant à recruter votre employeur que l'employeur veut vous recruter vous. Il y a vraiment cette dimension à voir et qui va complètement changer le rapport de force pendant votre entretien, qui doit pas être d'ailleurs un entretien basé sur un rapport de force. Et on n'est pas là à postuler pour faire cuire des steaks au McDo, hein. On va travailler en collaboration. Donc voilà, ayez cette idée en tête que vous aussi vous êtes là pour voir comment ça se passe, donc posez des questions sur l'entreprise, n'hésitez pas, vous demandez comment l'ambiance de travail elle est, est-ce qu'il y a des avantages pour les salariés, en général, quelle est la charge, ceci, etc. Vous pouvez poser plein de questions et vous verrez qu'en fait, l'entreprise va voir ça d'un œil bénéfique parce que ça prouve que vous êtes un être humain et que vous êtes dans une relation de travail professionnelle et pas uniquement dans une relation de pur salariat. Donc voilà, comme je vous dis, on fera sûrement une vidéo spéciale sur les entretiens si ça vous dit, pour voir comment on peut préparer, parce que bon, il y a aussi d'autres choses qui sont possibles pendant l'entretien de dev, comme par exemple les tests de compétences, etc., etc. Mais on en reparlera peut-être plus tard, dans une autre vidéo. Donc voilà, pour conclure, je pense que ce que je vous donne, la stratégie que je vous donne, c'est une stratégie qui peut fonctionner d'ailleurs pour tous les jobs. Si vous voulez que je revienne sur un point plus précis dans le futur, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de faire une vidéo dessus, même si bon, le planning de vidéo il est un peu chargé. Et surtout, vous démoralisez pas si vous trouvez pas du boulot, même si je pense qu'avec cette technique, ça peut vraiment accélérer. Mais le monde du développement, c'est un monde qui recrute plutôt bien quand même. Si jamais vous galérez trop parce que vous n'avez pas de diplôme, pas de certification, commencez à réfléchir quand même si ça vaut pas le coup d'essayer de faire une formation très courte qui au moins vous donne un certificat ou un diplôme. Réfléchissez-y parce que ça va vraiment faciliter vos démarches. Voilà. Alors, abonnez-vous, le pouce, la cloche, tout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. On est presque à la fin de la série Devenir Dev quand même. Enfin, en tout cas, de cette première saison, si vous voulez qu'on en fasse une deuxième avec d'autres infos plus précises. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez. À plus. Ciao.